Rebonjour, donc on va aborder tout de suite la socialisation politique qu'on a parlé il y a quelques instants de la culture politique. Alors quand on parle de socialisation politique, on parle du mode de transmission de la culture politique d'une génération à l'autre et le processus bien sûr à travers lequel cette culture politique est acquise par les citoyens. Alors, il s'agit évidemment d'une transmission qui se déroule depuis l'âge de l'enfance, mais qui continue tout au long de la vie, à l'âge adulte. À l'enfance, on parle de socialisation primaire et lors de l'âge adulte, on parle de socialisation secondaire. Alors, deux questions primordiales se posent d'ores et déjà. Il s'agit tout d'abord de la question que doit-on et que peut-on transmettre, et ensuite comment comment se déroule sa transmission et à travers quel vecteur. Alors, la socialisation politique commence depuis l'âge de l'enfance, on vient de le dire, et plus précisément dans le contexte familial. Donc le cadre familial constitue le cadre d'éducation familiale constitue le premier vecteur de socialisation politique, un cadre dans lequel donc se transmettent ses pensées, ses codes et ses modes de voir et d'approcher la politique et évidemment cette relation avec la politique. Selon les travaux élaborés par deux politologues, l'un canadien et l'autre américain, David Eston et Denise, on distingue quatre stades. Alors, il s'agit d'une modélisation qui a été donc élaborée par ces deux politologues, une modélisation du processus d'acquisition de la culture politique par les enfants. Alors, les quatre stades sont les suivants. Premier stade, c'est le stade des idées vagues. Le stade où on commence à percevoir qu'il y a certaines règles qui régissent la société, certaines règles en tout cas qu'il faut observer et qu'il y a un soupçon de lien entre ces règles et la politique, même si à ce moment-là on ne parle pas encore de politique, enfin, en tout cas chez l'enfant. Deuxième stade, c'est le stade où la politique est identifiée à une figure politique, à une image. Souvent, c'est le chef de l'État durant cette étape qui incarne cette relation avec la politique. Alors, il s'agit d'une étape intermédiaire, mais qui continue évidemment, qui se développe, notamment à travers la troisième étape, c'est l'étape des jugements de valeur, où l'enfant commence à porter son point de vue, son propre jugement sur les affaires politiques et sur les décisions et sur les réponses apportées aux problèmes sociaux, donc sur les politiques publiques. Quatrième étape, c'est l'étape des idées abstraites où l'enfant commence donc à développer une certaine abstraction du champ politique. Il commence à distinguer les institutions, les rôles des institutions et ce qui est attendu de chaque institution. Alors ce stade correspond le plus souvent donc à l'adolescence. La socialisation politique primaire donc se déroule également
à l'école. L'école constitue un vecteur fondamental de la socialisation politique où les enfants donc acquièrent ces valeurs politiques, acquièrent ces codes et évidemment l'école est un vecteur de transmission de la culture politique dominante. Évidemment, il peut jouer ce rôle, mais aussi l'école peut constituer un vecteur qui va donc soit enraciner, conforter les idées, la culture politique dominante, soit se poser des questions sur ou remettre en question, entre guillemets, certains normes et certaines valeurs. Mais tout ça se déroule dans un contexte, évidemment, évolutif, un contexte d'évolution de la société. Concernant l'appréciation de cette modélisation élaborée par les deux politologues, alors les avis et les critiques divergent. Il y a certains qui considèrent que cette modélisation est spécifique au contexte américain, contexte socioculturel américain, et ne pourrait pas être extrapolée dans d'autres contextes. Alors que d'autres politologues, ils ont considéré que c'est un travail pionnier qui peut donc être extrapolé avec de légères modifications à d'autres contextes socioculturels. En tout cas, il s'agit donc d'une étude qui a fait date dans la recherche, dans l'histoire de la recherche en sciences politiques, recherche bien sûr, histoire récente, et on s'accorde évidemment à considérer que le contexte familial, que l'école joue un rôle prépondérant dans la socialisation politique. Alors, cette socialisation politique continue évidemment à travers cette proximité des enfants avec leur environnement, d'une continuation du processus de socialisation politique en dehors du contexte familial et en dehors de l'école, et donc se continue dans le cadre de l'environnement social, de proximité, notamment les groupes d'amis, les groupes au niveau du village, par exemple, au niveau du quartier, au niveau du tissu associatif, au niveau des scouts, par exemple, etc. Alors, c'est une socialisation primaire, certes, mais il s'agit d'une socialisation qui a une forte influence, un impact très fort sur tout le processus de socialisation politique, vu que lors de l'enfance, la culture politique ou la transmission de la culture politique s'enracine et permet d'avoir un impact assez fort sur la continuité et le futur de la socialisation politique. Évidemment qui va continuer tout au long de la vie. Je tiens à souligner que la langue joue un rôle très important dans la transmission de la culture politique. La langue est à la fois le véhicule et l'outil d'expression des normes, des attitudes, des rôles et des comportements. D'autres outils contribuent à ce processus, tels que les symboles, les signes, les statues, les contes, les expressions artistiques, sont autant d'outils d'expression
de la culture politique, enfin de la transmission de la culture politique, c'est-à-dire donc la socialisation politique. Alors l'association politique continue, on vient de dire, tout au long de la vie, évidemment peut-être au sein des partis, au sein des syndicats, au sein des organisations non gouvernementales, les associations de société civile, à travers le volontariat par exemple. En tout cas, chacun, selon son expérience personnelle, son rapport à la politique, continue sa socialisation politique et se fait donc, il est influencé tout le temps par plusieurs outils comme les médias par exemple, comme les expressions culturelles qui sont dominantes dans la société ou à travers sa participation active dans des instances, dans des structures sociales qui ont une fonction, certaines fonctions au sein de la société. Les politologues distinguent entre deux types de socialisation politique. Tout d'abord, la socialisation politique unifiée, homogène, et la socialisation politique diversifiée ou hétérogène. Alors, pour ce qui est de la socialisation politique unifiée ou concentrée aussi, c'est lorsque les outils de transmission et de reproduction de la culture politique dominante sont concentrés entre les mains du pouvoir, où il y a un exercice de contrôle de tous les vecteurs qui sont susceptibles de transmettre la culture politique, et en contrôlant donc ces vecteurs, l'objectif c'est d'unifier, d'homogénéiser au maximum la socialisation politique, et on s'inscrit là dans un schéma bien sûr autoritaire, un schéma qui vise à conserver la culture politique dominante. Évidemment, tous les régimes politiques il essaie évidemment d'avoir ce contrôle, cette mainmise entre guillemets sur les vecteurs de la socialisation. On parle également l'autre type de socialisation politique, celle donc diversifiée ou hétérogène. On retrouve ce modèle a priori dans les démocraties libérales qui accordent une marge de liberté évidemment aux vecteurs de transmission de la culture politique, notamment les médias qui en théorie ne sont pas entre les mains du pouvoir. Certes, il y a des canaux de communication qui sont contrôlés par le pouvoir, dans les démocraties bien sûr, dans toutes les démocraties, mais il y a d'autres canaux, d'autres moyens qui échappent à ce contrôle, et on parle dans ce contexte donc de socialisation politique déconcentrée, où il y a des acteurs diversifiés qui participent à cette transmission de la culture politique, qui bien sûr ont les moyens d'adopter certains changements et d'orienter la culture politique dans un certain sens plutôt que dans un autre. Mais cela évidemment n'exclut pas que les institutions
les plus dominantes au sein de la société parviennent à avoir le contrôle sur les vecteurs de la socialisation politique et que cette diversité n'est peut-être qu'apparente, car on sait aujourd'hui que même dans les sociétés démocratiques, il y a ce qu'on appelle le mainstream ou l'opinion dominante. Il y a certains codes, certaines idées qui jouissent d'une certaine influence, d'un certain prestige, et bien sûr, ils ont à leur disposition toute une machinerie de moyens de communication qui permettent donc à garder un certain contrôle des idées les plus, ce qu'on appelle le politiquement correct dans un sens, mais également la culture dominante au niveau, par exemple, du rôle de l'État, au niveau de l'économie, au niveau du mode de production capitaliste, par exemple. Donc, c'est vrai qu'il y a une différence entre les deux modèles de socialisation politique, mais finalement, même dans un modèle de socialisation diversifiée, le changement de culture politique ne s'opère pas d'une manière brusque. Il y a toujours un appareil de communication, des institutions qui veillent à ce qu'il n'y ait pas une déviation majeure par rapport aux modèles sociaux, culturels, modèles économiques dominants. Par contre, il faut avouer, il faut reconnaître que dans les sociétés démocratiques, la marge de liberté est garantie, la marge de manœuvre et évidemment la capacité et l'aptitude à opérer certaines déviations ou à demander ou à faire un plaidoyer pour un changement de culture politique ou l'adoption de réformes ou de modes de pensée. Plutôt, on doit parler de référentiels culturels ou de modes de pensée qui soient donc différents de ce qui est dominant dans la société.